Bonsoir à tous, on s'intéresse ce soir au domaine de la santé et plus particulièrement celui de la medtech, Sylvie. Oui, effectivement Nasrat, prenons le cas de votre médecin qui soupçonne un pollen spécifique d'être la cause de votre asthme, une carence en fer ou plus grave, une septicémie. Eh bien, grâce à la machine de notre invité, il pourra lever ses doutes en quelques minutes. La société Abionic sauve des vies et rapidement. Basée dans les locaux du Biopôle à Épalinges, elle s'est spécialisée dans les tests médicaux rapides qui se déroulent en à peine 5 minutes grâce à une technologie basée sur la nanofluidique et qui donne des résultats laboratoires grâce à une goutte de sang. En clair, Abionic fait gagner de précieuses heures au personnel médical qui peut anticiper l'évolution de l'état de santé des patients. Elle a récemment conçu un test de sévérité pour les patients atteints du Covid-19 à l'hôpital, utilisé au HUG et qui permet un triage des malades plus efficace. Notre invité, Nicolas Durand, fondateur et CEO de la start-up lausannoise, a lancé Abionic en 2010 avec la fervente motivation de sauver des vies. Et il a raison d'y croire, après plusieurs levées de fonds couronnées de succès, Abionic a obtenu le marquage CE en 2019 pour sa machine, lui permettant une commercialisation dans l'Union européenne. Et avec nous sur le plateau, Nicolas Durand. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'Entrepreneurs. Alors ça tombe bien que vous ayez eu ce marquage CE parce que juste avant, vous me disiez, en fait, c'est assez fou quand on pense qu'on est dans la fameuse Health Valley, de l'arc lémanique, vous faites partie des fleurons de la medtech et vous me disiez, mais en fait, on ne produit pas pour la Suisse. C'est quand même fou. Alors on produit très peu, effectivement. On se plaît à dire qu'on est des ambassadeurs de cette Health Valley qui nous est tant chère, mais malheureusement, force est de constater qu'on produit plutôt pour l'étranger. Et heureusement qu'on a effectivement cette certification qui nous permet d'avoir du succès à l'étranger. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment fonctionnent vos machines? Avec plaisir. Donc, on a développé une nanotechnologie à l'EPFL qui est basée sur des sur des capteurs qui contiennent des canaux nanoscopiques et on force les molécules à diffuser sur des longueurs qui sont beaucoup plus petites que celles qu'elles ont l'habitude de faire dans les laboratoires d'analyse. Et grâce à ça, on arrive à obtenir en 5 minutes un résultat qui prend plusieurs heures dans un laboratoire. Et ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir voir concrètement comment ça s'applique dans le domaine médical. Mais avant tout, j'aimerais accueillir sur le plateau Jérôme Simon Vermeau. Bonsoir Jérôme, du Centre Patronal. Jérôme, là on parle de nanotechnologie, on pourrait citer l'intelligence artificielle, on pourrait citer la 5G, toutes des avancées technologiques qui ont clairement des potentiels énormes au niveau de la médecine. Est-ce qu'on est aujourd'hui vraiment à un changement de paradigme en termes d'évolution technologique? Alors oui, probablement, ça a été évoqué dans le cadre de la Health Valley. On voit toutes ces entreprises finalement qui développent ces nouveautés, qui utilisent ces technologies pour pouvoir finalement améliorer quelque part les prises en charge, les examens ou des choses comme ça. Tout ce qu'on peut gagner comme temps, comme efficacité, évidemment, c'est positif du point de vue des coûts de la santé. Donc ça, je pense qu'on en parle malheureusement pas forcément assez non plus. Votre invité, M. Durand, évoquait au fond le fait qu'il produisait pour l'étranger et pas tellement pour le marché local. On vit peut-être aussi ici un certain paradoxe. On voit que dans les cantons romans en particulier, on a développé ces fameux décrets sur la limitation d'acquisition des outils médico-techniques lourds. Autrement dit, les hôpitaux, cliniques ou cabinets médicaux ne peuvent plus s'équiper librement, par exemple en scanner ou bien en IRM, en toutes ces technologies au fond de pointe qui nous concernent. Donc il y a à la fois ce développement incroyable de cette Health Valley, on parle d'à peu près 35 000 emplois créés en Suisse occidentale, c'est 2% du PIB vaudois. Puis d'un autre côté, on assiste au fond dans les cantons romans à l'émergence de ce type de restrictions. Avec nous aussi sur le plateau, notre chroniqueur qui est là pour la deuxième fois, c'est Victor Bourré, le CEO de la start-up Technis. Bonsoir Victor. Bonsoir Nasrat. Bienvenue également sur le plateau d'Entrepreneurs. Vous allez tenir votre chronique sur Nicolas, sur Abionic, et puis Nicolas réagira à vos propos. C'est le moment d'entendre Victor Bourré. Bienvenue Nicolas, ou devrais-je vous appeler George ? Vous qui vous présentez comme l'inventeur de la machine Nespresso du test médical en 5 minutes. Ah, les startups medtech, je les envie Nasrat. Vous savez pourquoi ? Elles lèvent des centaines de millions, elles engagent des personnes à une vitesse fulgurante, elles déposent des brevets sur toutes les technologies médicales, elles n'ont pas de clients à mettre en place, pas de service client, pas de marketing produit. Elles misent tout sur le futur. Leur challenge ? Établir la confiance de leurs futurs investisseurs, clients, équipes et tenir le cap. Mais surtout, elles ont le droit de dire « Notre objectif est de sauver des vies ». Avec des milliards de personnes sur Terre, je comprends qu'elles valent des milliards.
Mais vous, Nicolas, c'est différent. Je vous admire. Après plus de 60 millions de financements, ça y est, vous êtes sur le marché. Des dizaines de brevets, de certifications multi-pays. Vous vendez votre produit dans plusieurs pays. L'Espagne, l'Italie, Hong Kong, la France, la Grèce, la Turquie, le Royaume-Uni et le Benelux depuis ce matin. Bravo. Vous avez toujours eu envie de créer. J'ai retrouvé un reportage télévisé dans lequel vous apparaissez dans les années 96. Un bijou de vous voir à l'écran à 14 ans quand vous fondez votre première société d'informatique, Speed Memory. Vous reversez l'argent de vos prestations à la chaîne du bonheur. À la fin d'un doctorat en microtechnique, vous êtes dans votre voiture en revenant d'un week-end, les planètes s'alignent et l'idée d'Abionic arrive. C'était il y a 10 ans. Vous êtes un biologiste, microtechnicien, nanotechnicien, un sacré businessman, voire un politique. Alors que le Covid pose à la fois de nombreux problèmes, mais également des opportunités, vous poussez un coup de gueule. Vous voulez faire bouger les lignes, c'est-à-dire le courage de nos décideurs à utiliser les solutions technologiques du moment. Moi, je vous le dis, vous avez déjà commencé à sauver des vies. Ma question pour vous, Nicolas, y a-t-il un manque de confiance de la Suisse sur les startups en général ? Est-il trop tard pour réparer les dégâts déjà causés aux startups pendant le Covid-19 ? Que faut-il faire concrètement pour sortir gagnant de la crise si, je vous cite, la Suisse ne vous considère pas ? Excellent, merci beaucoup, cher Victor. J'ai une seule chose à corriger, c'est que George Clooney n'était pas l'inventeur du Nespresso. Ce serait malheureusement pas rendre hommage qu'à Rick Favre qui a fait tout le travail, mais c'est l'ambassadeur. Et c'est un peu ce qui nous manque aujourd'hui. Chez Abionic, il nous manque quelqu'un qui puisse justement faire ce travail d'évangélisation et de faire comprendre au monde entier qu'on a une solution géniale et qu'il ne reste plus qu'à l'utiliser. Pour reprendre vos questions, effectivement, je pense que la Suisse manque de confiance dans ses startups. Et je suis très frustré de voir qu'en cas de crise, on n'a pas été chercher vraiment de l'innovation locale. Parce que Dieu sait qu'on a des pépites chez nous et qu'on a un savoir-faire fantastique et qu'il n'aurait pas fallu investir grand-chose pour que cette crise ait une tournure assez différente. Il y a une illustration, Nicolas, qui est assez forte, hein, vous nous la racontiez tout à l'heure, c'est que votre système, on l'a vu dans le reportage, a été utilisé au HUG, pas au CHUV, alors que vous êtes à 2 pas du CHUV à Épalinges. Pourquoi ? Alors c'est très frustrant effectivement parce que quand on a appris les premières, on va dire, conséquences du Covid, une chose qui nous a fait bondir, c'était cette potentielle surinfection d'origine bactérienne des gens qui étaient intubés, parce que finalement une intubation, c'est prendre l'air de la pièce de l'hôpital pour l'envoyer dans les poumons du patient. Et puis malheureusement, parfois, on va prendre une bactérie au passage qui va se développer, qui va faire une pneumonie, et les gens vont mourir de sepsis, de septicémie. Et nous avons une solution pour pouvoir détecter ça. Et on s'est dit, fantastique, on va proposer gratuitement d'offrir des machines aux hôpitaux locaux pour participer à cette problématique. Et on a été frustrés, c'est simplement le terme, de constater que les gens nous ont dit « c'est très gentil, mais non merci, on n'a pas le temps d'essayer ». Et quelles sont les raisons profondes de ça ? Alors, les raisons profondes, d'abord, c'est culturel. Il y a une culture hospitalière qui dit qu'il faut suivre les guidelines, les protocoles qui sont en place. Et puis, nous, comme entrepreneurs, on voit des opportunités partout et on se dit, mais bon sang de bonsoir, s'il y a une chance que ça fonctionne, il faut essayer. Alors que finalement, on va dire le médecin, il a la perception inverse et il va se dire, mais s'il y a le moindre risque que j'utilise ça, je préfère attendre. Et du coup, ils ont clairement été dans une logique, et c'est ce qu'on a fait avec les HUG de tests cliniques, de devoir démontrer sur plusieurs centaines de patients que ça fonctionne, de manière à éventuellement pouvoir considérer ça dans le futur. Est-ce que c'est aussi pour ça que ce n'est pas utilisé de manière plus générale ? Je donne l'exemple de mon fils qui souffre d'asthme. Il a fallu pendant toute une année que je remplisse les moments de pic pour découvrir de quel pollen exactement il est allergique, alors que si je vous comprends bien, en simple prise de sang, même pas automatique, on saura exactement de quel pollen il souffre. Donc pourquoi est-ce que la solution a l'air tellement géniale et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus répandue dans le domaine médical ? Il y a plein de raisons qui expliquent ce phénomène. La première, c'est le remboursement. Souvent, dans le système de santé suisse, on veut des tests qui soient remboursés parce que ça permet de pouvoir plus facilement, on va dire, les imposer aux patients. Le nôtre est en cours, mais ça prend du temps. Et là, je fais juste une petite anecdote, mais notre test de sepsis, en mars, on a déposé un dossier et puis à peu près 6 mois plus tard, on nous a répondu « Ah oui, mais le formulaire que vous avez utilisé, c'est pas le bon, donc vous devez recommencer à zéro ».
je veux dire, voilà. Maintenant, il y a aussi tout le côté changement de protocole. Il faut donner confiance aux médecins. Ça passe par des tests cliniques. Et aujourd'hui, on est dans une espèce de logique où il en faut toujours plus, c'est toujours plus long. On veut des phases observationnelles, des phases interventionnelles. On veut du multisite, on veut du Enfin, ça s'arrête jamais, finalement. Et à quelque part, j'ai envie de dire, si vous ne trouvez pas le bon angle où le praticien va gagner quelque chose, vous avez assez peu de chances, finalement, de lui faire changer ses habitudes et de lui faire changer, de sortir de sa zone de confort. Quand vous entendez ça, Victor, parce que vous, avec votre start-up Technis, vous avez développé des systèmes stop and go en lien avec le Covid, justement, pour l'entrée des magasins. Ça peut être mis en place très rapidement. Quand vous entendez Nicolas avec tous les processus dans un domaine très spécifique et très pointu, vous dites qu'en fait, c'est très facile pour vous. Oui, je suis frustré pour vous, Nicolas. Non, c'est vrai que nous, on a un système beaucoup plus simple et qui s'adresse à un public directement avec des budgets. Et je pense que dans la partie médicale, c'est des longs cycles de vente aussi. Et je pense que je vous rejoins complètement sur l'État qui doit faire plus pour accélérer la mise en place et offrir vos solutions, parce que c'est une solution qui est révolutionnaire, notamment dans cette période-là. Donc oui, c'est peut-être plus facile pour nous, effectivement. On a d'autres challenges aussi, mais... Et on l'a dit, 60 millions d'investissements. Aujourd'hui, vous commencez la commercialisation. Ça fait des années finalement que vous prenez votre bâton de pèlerin et puis vous convainquez, vous essayez de convaincre quiconque pour pouvoir investir. Comment ça se passe? L'investissement, ça s'est fait surtout à l'étranger du coup, ou il y a eu aussi des investissements en Suisse? Alors, on est un cas un petit peu exceptionnel dans ce paysage de start-up high-tech qui levent de l'argent, puisqu'on a eu la chance d'arriver à convaincre une multitude de privés, de business angels, de ce qu'on appelle des high net worth individuals, qui sont des personnes assez riches, parce que ce sont des gens qui se sont rendus compte qu'on avait un problème pour arriver à trouver le financement dont nous avions besoin, et qu'eux pouvaient se permettre d'investir dans des projets qui font un petit peu plus de sens, qui sont un peu plus risqués, où ils gagneront probablement un petit peu moins d'argent que s'ils investissent dans du e-health, dans du big data ou dans d'autres secteurs un petit peu à la mode, mais que ce projet faisait du sens et c'est pour ça qu'ils voulaient faire ce pas. Et quelle proportion de Suisses dans ces investisseurs? Je dirais les 2/3 à peu près. Donc c'est un peu l'exception en fait. Quand on entend par rapport à d'autres startups, c'est plutôt l'inverse. Mais de nouveau, je crois que si on fait une analyse de notre marché local, la plupart des fonds de venture capitalistes n'investissent pas en Suisse. Je veux dire, vous avez des fonds principalement américains, israéliens, chinois. Vous avez des fonds européens, mais qui pour beaucoup investissent uniquement en Europe, avec peut-être 20% de leurs fonds qui sont destinés à des pays en dehors de l'Union européenne. Et je rappelle que la Suisse n'en fait pas partie. Donc on se retrouve finalement à avoir beaucoup de difficultés d'arriver à convaincre ces fonds. Et de nouveau, convaincre un VC américain de faire ce qu'on appelle le lead, de prendre le courage d'être le premier investisseur, ça tient plus de l'exception que de la règle pour des startups suisses. Et justement, dans le processus de convaincre ces investisseurs, vous avez commencé votre entreprise en 2010, mais c'est seulement en 2014 que vous avez lancé la première machine. Du coup, est-ce que vous aviez annoncé ces 4 ans de développement et comment est-ce que ça se passe en fait de vendre 4 ans de développement avant que quoi que ce soit arrive sur le marché? Alors, c'est là où la naïveté de l'entrepreneur a un petit peu son rôle à jouer. Parce que si vous avez un entrepreneur qui connaît, on va dire, précisément le chemin qu'il attend, déjà la plupart du temps il ne se lance pas, et puis ensuite il a de la peine à convaincre parce que expliquer aux gens que vous allez devoir immobiliser leur argent pendant 10 ans et que vous allez avoir besoin de 60 millions quand lui va peut-être mettre 200 000 francs, ça va le décourager. Oui. Donc évidemment quand on a démarré, on s'attendait à une progression beaucoup plus rapide et on y croyait vraiment et ça faisait du sens à notre perspective. Il ne faut pas oublier que quand on a démarré ce projet, on est parti d'une idée, on n'avait rien sur la table et développer une technologie que la plupart des géants du domaine n'arrivent pas à développer, ça prend énormément de temps et beaucoup d'énergie. On est arrivé avec un premier produit sur le marché en 2015, qui était notre première machine, qui fonctionnait bien, mais on va dire pas suffisamment bien pour que tout le monde soit absolument convaincu. C'est comme si vous vouliez aujourd'hui lancer une voiture et puis que vous avez créé une voiture des années 1960, les gens vont vous dire, bon, c'est sympa, c'est rétro, mais ok, on voudrait bien la sécurité de 2021, on aimerait bien la qualité de 2021, on aimerait bien aussi que vous respectiez toutes les règles régulatoires. Donc on a dû effectivement travailler sur une nouvelle version, et ça, il n'y a pas de miracle, ça coûte des dizaines de millions. Mais du coup, ça vous a pris même plus que 4 ans, alors en fait, du moment que vous avez eu l'idée... Bien sûr. Ok, très bien. Oui. Et d'ailleurs, comment est née cette idée? Comment est-ce que vous... Parce qu'on a entendu l'anecdote de la voiture, mais j'imagine que c'est quand même... Il a fallu plus qu'un moment dans une voiture
pour imaginer ces machines. Oui, absolument. Et de nouveau, on est un agrégat de technologies. Ça aussi, des fois, on a de la peine à l'exprimer. Mais la partie nanotech, comme l'a expliqué Victor, c'est une idée que j'ai eue il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Mais là-dessus, il y a eu des idées dans l'optique biomédicale, on a eu des idées dans la logique biologique, dans la logique clinique. On a tout misé sur un nouveau marqueur qui est exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une agrégation de différentes technologies qui font aujourd'hui notre positionnement unique. Mais si vous trouvez lent l'investissement aujourd'hui en Suisse et l'approbation de vos solutions dans le marché suisse, pourquoi pas aller à l'étranger ou aux États-Unis pour lever plus facilement? Alors ça fait partie de notre kitchen table discussion, notre discussion entre fondateurs initiale, où on s'est dit on veut le faire ici ou on ne le fera pas. Je veux dire, on est deux Suisses, et puis on s'est dit, pour nous, c'était important de faire quelque chose localement. Même si, pardonnez-moi Nicolas, même s'il y a quand même beaucoup d'ombre au tableau, notamment sur le plan politique, on voit les négociations avec la Suisse sur l'accord cadre. Vous l'avez rappelé d'ailleurs que, voilà, on achète vos produits plus à l'étranger qu'ici. Enfin, finalement, encore aujourd'hui, et même au vu de ce qui s'annonce, les bénéfices sont plus grands que les inconvénients. Disons, il faut tenir compte des règles du jeu, il faut tenir compte de son environnement. On a aussi des choses qui sont très positives et qui sont très bien en Suisse, notamment au niveau des personnes. Le recrutement est quand même, le recrutement des talents est quand même quelque chose qui est bien meilleur qu'à certains endroits. Par contre, c'est vrai que ce qui est frustrant, c'est qu'on a les moyens de faire mieux. On les a à tous les niveaux. Mais la volonté et le courage manquent, aussi bien chez les décideurs que spécifiquement dans notre industrie médicale, chez les utilisateurs. Qu'est-ce que vous inspire ces propos, Jérôme? Moi, j'aimerais réagir sur ce qui a été dit par rapport à l'essai qui a été initié au HUG, typiquement, et aux réticences qu'on peut avoir dans certains hôpitaux pour passer finalement ou essayer ces nouvelles technologies. Alors, je trouve un peu dommage, en ce qui me concerne, qu'on soit effectivement dans une situation de crise où on sait que le système hospitalier, les soins intensifs sont sous tension, que là, on a une proposition qui permettrait d'améliorer quelque part les flux et le traitement finalement des patients dans le cadre de ces soins intensifs, et puis qu'on ne profite pas de l'opportunité de cette crise pour implémenter ça et essayer à tout le moins. Vous avez évoqué les questions financières également qui sont problématiques. Le système de santé en Suisse et puis sa réglementation est épouvantablement complexe, mais enfin on a quand même pu, au niveau des cantons, trouver des solutions pour des indemnisations parfois quand c'était nécessaire en marge de ce qu'il se faisait habituellement. Donc je pense que c'est quand même possible et je trouve bien dommage qu'on n'ait pas utilisé cette opportunité. Oui, on vous a entendu d'ailleurs, Nicolas, durant la première vague, il y a près d'une année maintenant, un cri d'alarme en disant mais excusez-moi, c'est EO, on est là, en parlant des startups, on vous a un peu oublié à ce moment-là. Oui, et puis spécialement les startups qui sont actives dans un domaine qui peuvent directement aider dans cette crise. On a envoyé une petite dizaine de sollicitations à l'OFSP qui ne nous a jamais répondu. Alors, entre les lignes, on a compris que c'était débrouillez-vous avec votre canton parce que nous, on ne veut surtout pas s'immiscer dans les affaires hospitalières. Et puis, quand vous avez le principal hôpital du canton qui vous dit non merci, finalement, on se dit on va se tourner là où ça fonctionne, et puis principalement à l'étranger, malheureusement. Pour revenir peut-être sur l'origine du projet et le fait que vous êtes associé à quelqu'un, je voulais savoir, est-ce que c'était évident pour vous que vous deviez vous associer et comment vous répartissez les tâches, de quelle manière vous êtes complémentaires ou pas? Non, alors j'ai beaucoup de chance avec mon associé. Et je pense que de toute manière, dans une entreprise, c'est un peu comme dans un mariage. Vous devez trouver la bonne personne avec qui, on va dire, faire un beau projet sur le long terme. Donc là, je suis extrêmement satisfait de la relation que j'ai avec mon collègue Ivan Merki. On est complémentaires et oui, ça fonctionne très bien et je pense que c'est très important. Il est toujours aux affaires avec vous? Oui, bien sûr. Oui. C'est quelqu'un, de nouveau, j'ai peut-être le côté un peu extraverti, donc lui complémente avec le côté un peu plus introverti. Et j'aime bien aussi l'idée qu'il y a quelqu'un qui fait tourner la boutique pendant que moi, j'essaye de secouer un peu le cocotier à l'extérieur. Mais voilà, on se complète vraiment bien. Pour reprendre sur les propos de Victor qui disait en fait, en gros, dans votre domaine, sous forme de boutade évidemment, vous n'avez pas besoin de marketing ou autre, etc. En fait, vous nous dites l'inverse. Tout à l'heure, vous nous disiez justement on a besoin d'un ambassadeur. C'est-à-dire que vous avez besoin de quelqu'un qui porte les couleurs d'Abionic ou plus largement finalement de votre domaine. Je vous donne un exemple tout simple. Au moment où nous, on essayait de solliciter l'OFSP et qu'on n'avait aucun retour, on entendait Trump, et là je ne suis pas en train de lui faire de la publicité, mais on avait Trump qui prenait la machine d'Abbott et qui la posait à côté de lui sur son pupitre pour dire voilà ce qu'on est capable de faire aux États-Unis. Alors on vous dira c'est une autre culture aussi.
dit, hein, Bien on sûr. voit mal un conseiller fédéral faire ça chez nous. Oui, mais c'est dommage. Parce que de nouveau, si vous avez une solution fantastique en interne, et je ne parle pas de nous de manière générale, on en a des tonnes, d'avoir aucun soutien politique parce qu'il ne faudrait surtout pas s'affilier à une entreprise privée, c'est dommage. Et on le constate aussi aujourd'hui avec la vaccination. Je veux dire, la mauvaise gestion, j'ose le terme, mais la mauvaise gestion actuelle est due au fait qu'il n'y a pas de confiance à confier une partie de cette vaccination à l'industrie privée. Et Victor, qu'est-ce que, du coup, vous inspire ces propos sur cette sorte de modestie en Suisse qui ne va pas forcément très bien avec le monde des startups? On a besoin justement de marquer la présence. Je rejoins Nicolas et Abionic. Je crois que la confiance entre les États et les startups doit être établie. Je crois qu'il y a un travail à la fois des États à faire, mais aussi un travail de nous, entrepreneurs, de pouvoir s'exprimer, parler, être transparent sur nos modèles d'affaires, sur ce qu'on veut faire. Je pense que personne ne nous attend, donc c'est à nous de faire bouger. Et je pense que le travail que Nicolas fait depuis des années en essayant de faire bouger les cocotiers, je pense qu'il est bon et j'espère qu'il y en aura d'autant plus dans les prochaines années. Ouais, ça, c'est clair. Aujourd'hui, vous vous définissez comme étant une scale-up. Vous ne parlez plus de vous comme une start-up. Quelle est la différence que vous faites et qu'est-ce qui vous caractérise comme une scale-up aujourd'hui? C'est une bonne remarque. Si je prends la définition du canton de Vaud, c'est une entreprise dont l'effectif double pratiquement chaque année, en tout cas sur plusieurs années consécutives. Pour être tout à fait honnête avec vous, nous, on l'a plutôt vu comme un différenciateur parce qu'il y a une connotation très positive à avoir une start-up, mais elle est aussi très négative parce qu'on a l'idée que ce sont quelques jeunes dans un garage en train de bricoler leur truc. Et nous sommes une entreprise, on va dire, spécialisée, ISO 13485, on a toute une production. On ne peut plus se permettre d'être perçu comme ça. Donc pour nous, c'était intéressant d'avoir un nouveau mot pour essayer de faire comprendre ce positionnement. Nicolas, et ce sera la même question pour Victor, en tant qu'entrepreneur, fondateur de start-up, c'est qui votre référence en termes d'entrepreneur, ou pas forcément entrepreneur, mais une référence qui vous inspire et qui vous aide à vous lever tous les matins en disant ça, ce qu'il a fait, c'est quand même pas mal, et si je peux arriver à 1/10 de ce qu'il a fait, je suis bien. C'est qui, Nicolas? Ça, c'est un peu une question piège parce que ça dépend un petit peu des secteurs. Hein. Je veux dire, les gens vont vous dire « Oh, Steve Jobs », mais Steve Jobs était un dictateur et c'était certainement pas une référence en termes de gestion de personnes. Vous avez Elon Musk d'un autre côté qui a des grands entrepreneurs actuels et qui fait évidemment rêver, mais qui a aussi ses défauts. C'est dommage que Victor allait citer l'un des deux, donc trouvez quelqu'un d'autre, Victor. Non, mais je crois simplement il faut être soi-même. Je crois qu'il faut avoir ses propres valeurs. Il faut se lever le matin en se disant « Je fais les choses qui sont justes ». Et je pense que, vous savez, quand on travaille dans une entreprise comme les nôtres et qu'on se dit on a une chance de sauver des vies, je crois que c'est suffisamment motivant pour ne pas avoir besoin de se projeter dans les pieds de quelqu'un qu'on ne sera jamais. Victor, bonne chance pour reprendre après ça. Non, mais il faut pas vivre par défaut. Et je rejoins Nicolas. Il y a effectivement des personnages qui sont inspirants et Nicolas les a cités. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de regarder les modèles d'affaires et surtout les produits qui sont développés, les vrais produits avec des vraies valeurs derrière. Et je pense que c'est important de s'inspirer, mais aussi d'avoir des rêves complètement fous, encore plus grands que ceux que vous avez cités, pour réaliser peut-être 1/10 de ce qu'ils ont fait. Bon, il nous fait du teasing. On lui demandera la prochaine fois que vient Victor quel est son rêve. Qu'est-ce qui vise aussi loin? Merci beaucoup, Victor, Jérôme, et bien sûr à vous, Nicolas, pour votre participation. La semaine prochaine, on va recevoir un sacré personnage. Elle s'appelle Babette Keller, fondatrice et CEO de Keller Trading, spécialisée dans les produits d'hygiène pour l'horlogerie. Elle a développé depuis des masques aussi anti-Covid. Entrepreneur de l'année il y a une bonne dizaine d'années et justement spécialisée dans tout ce qui est RSE, responsabilité sociale et environnementale. On évoquera ces questions-là avec elle. Donc la semaine prochaine. Le rendez-vous est pris. Merci Sylvie. Merci, et à la semaine Nasrat. prochaine. Ciao. À la semaine prochaine. Ciao.